Donc le sujet de la conférence, ça va surtout être un retour d'expérience et un post-mortem sur un de leurs projets qui s'appelle Toasterball. Et je vais tout de suite laisser la parole à Alexandre. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à tous. Donc effectivement, le titre de la presse a changé entre deux et tout. J'ai pas mal hésité sur comment j'allais tourner cette presse pour vous parler du coup de notre premier jeu Toasterball. On a plein de contenus rigolos, on a plein de vidéos, on a fait plein de choses pendant tout le temps de la création, mais je voulais vraiment éviter de faire de cette presse une pub pour notre jeu. Un truc où c'est constamment moi qui vous montre tout ce qu'on a fait, on montre à quel point on est cool et tout. Non, je voulais vraiment que vous en tiriez quelque chose. Du coup, j'ai réfléchi un peu au fait que c'est notre premier jeu. En fait, on l'a sorti, on l'a créé en sortie d'études, on a créé notre studio autour. Je me suis dit qu'il y a pas mal d'étudiants ici dans la salle, donc ça pourrait être intéressant de vous expliquer mon expérience autour de ça. Mais là, comme ça, si je l'expliquais comme ça, on dirait que j'ai une méthode pour créer un studio, une méthode prouvée que je pourrais vous vendre là maintenant comme ça. C'est faux. On a fait énormément d'erreurs de débutants. On a appris pas mal par ces erreurs. On a appris beaucoup de leçons comme ça. Mais voilà, j'ai absolument pas une méthode testée pour créer son studio de la meilleure façon. Alors je me suis dit peut-être qu'on ferait un truc autour de la tech de Toasterball. Voilà, ça c'est à peu près neutre. On pourrait parler de tous les outils qu'on a créés autour, les petits shaders qu'on a fait pour le jeu. Voilà, faire 1 heure là-dessus, c'est peut-être un peu long et c'est pas comme si on avait développé un moteur. C'est pas comme si on avait une légitimité de faire une GDC ou un truc comme ça. On n'a pas non plus, voilà, réinventé la roue avec ce jeu. On a plein de petits outils que je vous montrerai après, mais voilà, on n'est pas à ce point-là non plus, quoi. Donc tout simplement, je me suis dit, honnêtement, je vais vous présenter l'histoire du jeu et on va parler d'un peu tout ça en fait. Je vais vous parler des réalités de la prod que ça a été pour nous. Je vais vous montrer un peu de tech pendant ce truc-là et je vais juste honnêtement vous expliquer l'histoire de notre studio en fait. Donc ça commence en 2018 avec du coup 3 potes, Joris, Simon et moi. On sort d'études, on se connaît déjà depuis un moment. On a fait la même école, on a fait pas mal de nos projets étudiants ensemble et on a cette envie de créer un studio tous les 3 et je vais bouger la petite souris qui est ici. Voilà. Et de créer. Et on a un amour aussi pour les couch games, donc les jeux en multijoueur que tu peux jouer sur un canapé avec des chips et tes potes. On a passé pas mal de temps pendant nos études à jouer à Towerfall, à Duck Game, à des jeux comme ça qui sont très créatifs et qui mettent en avant le multilocal. On aime beaucoup ça, on aime le fait que ça réunisse les gens. Autour d'un même médium, que ça crée ces moments chaleureux comme ça. Et on essaye et du coup on se dit on va essayer de créer un truc ensemble en fait. On sort d'études et on a fait une alternance, ce qui fait qu'on a un peu de chômage en sortie d'études, ce qui est cool pour pouvoir réfléchir à ce que tu veux faire et puis avoir le temps de poser des trucs en fait. Et on pose cette DA d'un studio qui s'appelle Couch Game Crafter à ce moment-là. On essaye de mettre en avant le côté artisanal, donc c'est pour ça le mot crafters dedans aussi, et l'utilisation des outils comme ça dans notre DA. On essaie de mettre ça en avant parce que ça nous tient à cœur. On aime vraiment tout faire à la main nous-mêmes. Sur nos projets étudiants, on faisait la musique, on faisait les voix, on faisait un mauvais acting des fois sur notre jeu, mais on essayait de le faire. Et puis on démarre notre projet du coup à ce moment-là, quoi. Et pour notre premier jeu, du coup, on part d'une idée qui est toute simple, en fait. C'est vraiment une idée de gameplay toute bête. On se dit, on va prendre Pong et on va essayer de changer un petit peu le gameplay, en fait, et de juste rajouter une mécanique de ressort, en fait. La raquette, au lieu de la contrôler à la main avec un contrôle total, on reste appuyé sur une touche pour enfoncer un ressort, et quand on relâche, plus on a appuyé longtemps, plus la raquette va sauter haut. Et en fait, c'est vraiment de cette idée de gameplay-là qui est venue Toasterball, parce que ça, si on doit commencer à créer des visuels autour de ce truc-là, le toaster, ça marche vachement bien, en fait. Il y a le ressort dedans, il y a la tartine qui décolle après, on a juste à rajouter une balle, et on va créer notre jeu autour de ça. Et du coup, à ce moment-là, on commence à créer tout un tas de petits prototypes autour de ça. Ok. D'accord. Ok. Voilà, ok. Ouais, le framerate n'est pas incroyable, mais du coup, vous voyez le gameplay d'ici. Si j'avance et que je recule comme ça sur les slides, est-ce que... Ouais, voilà, bon, peu importe. Vous pouvez voir du coup le gameplay quand même. Donc on commence, moi je démarre Unity et puis je mets de la physique sur des formes toutes simples, quoi, des carrés. Et puis il y a A, E, I, P qui sont les touches en fait, parce qu'on a cette idée-là qu'on puisse jouer enfin, à 2 sur le même clavier en fait. Donc on est tous les deux sur le même clavier, on peut jouer au jeu. Et puis en gros c'est une balle qui rebondit avec des toasts qui décollent, quoi.
Puis après, on avance un peu dans le truc, on commence à mettre de la 3D dedans. On se dit on peut garder cette physique en 2D. Bon, c'est dommage que, du coup, que les vidéos tournent pas à 100%, mais on se dit qu'on peut garder cette physique en 2D, mais voilà, juste rajouter de la 3D par-dessus. Et petit à petit, il faut qu'on imagine du coup tout un univers autour de ça en fait. Donc on commence à inventer un stade avec des goals, on rajoute des effets d'explosion et des trucs comme ça. On garde toujours les mêmes touches. À ce moment-là, les toasters, on les enfonce un peu dans le sol parce qu'en fait, ils prennent la place devant le but et du coup, c'est chiant. À chaque fois que la balle arrive, en fait, il y a la moitié du gameplay il y a la moitié de l'espace de gameplay qui est inutilisé. Et en fait, on est encore bloqué sur le fait que les toasters ne vont pas bouger à partir de maintenant. Et du coup, ça nous bloque un peu. Donc on enfonce ces toasters comme ça dans le sol. Et puis on continue de modéliser nos trucs, on modélise des toasters du coup avec une tête particulière pour chaque toaster. On commence à réfléchir à ce que va être le stade autour, et c'est là qu'on s'approche progressivement de ce que va être l'idée de Toasterball plus tard, parce qu'en imaginant ce stade et en imaginant les gens qu'il y a autour et tout, on doit s'imaginer le lore en fait du jeu. Du coup, ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent pour regarder des toasters se battre les uns contre les autres. Ça veut dire qu'il y a un côté dramatique autour de ça. Il y a toute l'équipe, ils ont des t-shirts avec des couleurs différentes. Il y a un spot qui va être là. Et puis, on a cette version du jeu à un moment qui est tournée de façon très dramatique avec de la lumière un peu partout et le spotlight qui est hyper important. Du coup, moi, je vais développer un truc avec un public où c'est juste des particules en 2D toutes bêtes qui se scale comme ça. On invente des équipes. Les burners, c'est les defrosters. Du coup, ça justifie le côté rouge et le côté bleu. On invente des personnalités et des backstories pour nos toasters. On les appelle les athlètes, du coup, à ce moment-là. À chaque fois qu'on en modélise un, on se pose la question, mais du coup, c'est quoi son caractère design, en fait? Il n'a pas de visage, il ne va pas parler, mais à chaque fois, ils vont avoir une identité différente. Et puis, on s'éloigne un petit peu de ce truc qu'on avait mis au début quand même en termes de visuel, parce que c'est assez compliqué de faire fonctionner ces lumières ponctuelles un peu partout dans la scène. Et on commence à définir vraiment la DA de ce que va être le jeu jusqu'à aujourd'hui, en fait, avec du coup plutôt ces couleurs beaucoup plus plates, en fait, ces aplats de couleurs. On remonte l'ambient light du coup dans Unity pour calmer un petit peu les lumières directionnelles. Et on invente ce stade du coup qui est plus ou moins le stade final du jeu. On libère les toasters de leur position sur les côtés, on leur donne de la physique et la possibilité de se déplacer sur le terrain. Et du coup, on est obligé de réfléchir à comment ils se déplacent en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire bouger ces toasters sur le truc, et qu'est-ce qui se passe s'ils sont retournés, par exemple. Et en fait, on branche aux touches qui permettaient de lancer les tartines des effets sur le toaster, sur sa physique. En fait, on peut, du coup, en restant appuyé, le retourner. On peut sauter dans les airs, on peut se déplacer en faisant gauche et droite. Et à partir de là, naît le gameplay de Toasterball tel qu'il est actuellement aujourd'hui, quoi. On invente aussi du coup l'idée des variantes. Du coup, dans le jeu, à chaque fois que la balle est remise en jeu, il y a une nouvelle variante de gameplay qui est là. Au début, elles sont toutes bêtes. C'est juste le toaster, il est plus gros, le toaster, il est plus petit. Il n'y a pas de toast sur celui-là. Mais voilà, ça crée un petit peu de variation. Et il y a juste celui avec le Pong, du coup, qui est le gros effet qu'on va avoir dedans. Et qui, du coup, permet de faire un clin d'œil à ce gameplay qu'on avait au début en remettant les toasters fixes, etc. Et on le sort du coup sur itch.io en mode web. C'était important pour nous de proposer une version gratuite du jeu qu'on peut jouer directement sur web. Déjà parce qu'on est personne et on sait à ce moment-là que on n'aura pas le poids forcément pour que les gens puissent acheter notre jeu, etc. Et aussi, ça nous tient à cœur. Moi perso, ça me tenait à cœur de proposer un truc gratuit en ligne sur lequel les gens peuvent jouer. Je me souviens de moi qui a 10 ans et qui cherche tous les jeux gratuits en ligne possibles pour jouer avec mes potes ou avec ma sœur. Je voulais proposer la même chose aux gamins là pour qu'ils puissent s'éclater sur Toasterball. C'est un jeu tout simple. On peut se brancher sur le même clavier et y jouer pendant une pause à n'importe quel moment, quoi. Donc à ce moment-là, on est toujours en 2018, le jeu avance à fond parce qu'on est hyper motivé, parce qu'on est au chômage aussi, du coup on peut faire que ça toute la journée. Et on parle à personne. On a techniquement pas encore vraiment une entreprise, on a un logo et un site et tout, mais on n'a pas une structure. On n'est pas entouré du tout de gens. Donc c'est aussi problématique, vous verrez pourquoi après, parce que du coup on est un peu en tunnel et on n'a pas des retours qu'on aurait pu avoir de pro à ce moment-là, mais en même temps ça a ce côté motivant et ça a ce côté super cool de ça avance super vite et on est en train de construire quelque chose qui est notre studio à ce moment-là, quoi. En même temps, on fait des petits tutos
qu'on met en ligne, des tutos de shader comme ça qu'on partage, histoire de se faire un peu de com aussi. Et comme on n'a aucun élément à ce moment-là pour faire de la com, si t'as pas d'argent quand tu fais du marketing, il faut vraiment être malin après en ligne. Et du coup, on essaye de faire ça avec des petits tutos de shader qui sont comme ça, et ça nous fait gonfler nos réseaux à fond. Ça marche super bien. À chaque fois qu'on en poste un, on a notre Twitter qui double en abonnés à ce moment-là. On verra après plus tard qu'avoir que des game devs sur son Twitter, c'est pas hyper pratique quand tu veux vendre ton jeu après. Ça c'est une leçon qu'on a retenue. Mais en même temps, c'est pas plus mal au début parce que c'est beaucoup mieux d'avoir 4000 abonnés sur Twitter qui sont des game devs qui veulent pas acheter ton jeu mais qui quand même sont là, peuvent retweeter tes posts et tout, que d'avoir personne en fait. Et quand t'as vraiment aucune ressource au début, le fait de faire des making-of comme ça et de proposer des trucs qui intéressent les game devs, c'est un outil intéressant en fait. Surtout qu'à l'époque en 2018, il y avait pas beaucoup de tutos autour des shaders, le shader graph c'était pas encore établi et tout. Du coup, il y avait un truc qui plaisait pas mal à ce moment-là, quoi. Après, on fait un Kickstarter, donc c'est pas la meilleure idée du monde. Si je devais classer cette idée, c'est-à-dire faire un Kickstarter quand t'es personne et que t'as pas une communauté déjà établie derrière toi de gens qui veulent te suivre, que t'es pas une personnalité qui est connue et tout, si je devais classer cette idée-là un peu sur une tier list, je dirais que c'est pas ouf. C'est un peu nul. Notre premier palier, c'était 8 000 €, enfin 8 000 $, ce qui paraît beaucoup, mais ce qui est rien hein, sur le développement d'un jeu vidéo. Ça permet pas de payer des gens sur très longtemps. Et on a galéré à l'avoir, ce palier, et c'est surtout grâce à des potes et grâce à des gens de l'industrie qu'on connaissait quand même à ce moment-là, qui nous ont soutenus. Mais voilà, c'était pas ouf d'un point de vue temps investi dedans et retour derrière. Par contre, ça nous a quand même permis de continuer à développer notre lore et de continuer de créer des vidéos et de la communication et tout. Donc si on doit retenir quelque chose de ça, pour nous encore là, c'est qu'on a plein de trucs qu'on a fait pendant le Kickstarter, parce qu'il a fallu convaincre des gens, etc. Un trailer sur un toaster, des choses comme ça. Notamment, on a pensé au merch à ce moment-là, en fait, pour les rewards du Kickstarter. Du coup, on a inventé... on a continué dans cette idée de parodier le sport, en fait, parce que c'est ça qu'on est en train de faire avec Toasterball. Du coup, c'est parodier l'univers du sport et toute l'industrie qu'il y a autour. Du coup, on a des portraits signés des toasters, mais du coup, ils sont mal signés parce que c'est des toasters, donc ils savent pas signer. On a des cartes à collectionner avec le nom des joueurs dessus, comme les cartes Panini, des choses comme ça. Et on a un calendrier des dieux du stade avec les toasters en noir et blanc, où ils sont dans des poses sexy, un peu révélatrices, mais pas trop non plus, parce que ça doit rester classique et tout, c'est pour la charité et tout. Ça, c'est un vrai reward qu'on a fait, qu'on a imprimé et qu'on distribue encore aujourd'hui sur les salons. On a fait aussi, alors je vais lancer la vidéo, si elle a le même framerate, je vais la passer. It's the new Toaster Ball card game! Whoa! Oh, your favorite toasters from Toaster Ball, now in trading cards! No way! Look, it's Marcus from TV. Awesome! Toaster Ball trading cards, a CGC toy. Children not included. Voilà, et à ce moment-là, on fait ce genre de petites vidéos-là pour mettre en avant... En fait, ça, c'est une pub pour les rewards de notre Kickstarter, mais ça nous permet de faire des pubs sur notre... et vraiment de développer notre lore, du coup. Marcus devient quelqu'un de connu, on a nos deux premiers toasters, qui sont Marcus et Frank, qui sont les gros rivaux entre les Burners et les Defrosters. Et ces cartes-là existent aussi, du coup, on les donne encore en salon aujourd'hui aux gens qui viennent jouer sur notre stand. Voilà, et du coup, tout ça c'est cool, on avance à fond, mais comme je disais, on vient de rater un peu un Kickstarter quand même d'un point de vue économique. On n'a que le premier palier, on a galéré à l'avoir. Et du coup, on commence quand même à avoir de la visibilité, mais d'un point de vue local, c'est-à-dire dans notre région, il y a des gens qui se disent attends, vous faites des jeux, nous aussi on fait des jeux, pourquoi vous ne nous parlez pas? Et on découvre la Pleine Image, qui est un pôle d'incubation pour les industries créatives, qui est dans le nord, du coup, dans lequel il y a pas mal de boîtes de jeux vidéo qui se retrouvent. Et du coup, ils viennent nous voir et ils nous expliquent pourquoi on est bête, en fait. Ils nous disent, vous auriez pu venir depuis le début, on a un programme d'incubation, vous auriez pu le rejoindre. Il y a des experts qui sont là, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous apporter des conseils, etc. Pourquoi vous avez fait votre jeu dans votre cave. Il y a des aides que vous auriez pu demander plutôt que de faire un Kickstarter qui ne marche pas. Il y a des aides régionales pour la création d'entreprises, pour les entreprises qui ne sont pas encore créées, ce qui est votre cas. Tu peux faire une demande d'aide à l'écriture, c'est pas sûr que ça marche, mais on ne sait jamais. Voilà, il y a toutes des choses
choses comme ça qu'on aurait pu faire. Et du coup, je vous conseille, vous, si vous démarrez un truc, de vraiment vous entourer. Quand même essayer d'avoir une période où vous créez des trucs à 100%, parce qu'après, on se laisse un peu prendre par le fait d'avoir une entreprise, en fait. Donc au début, on a ce truc un peu, c'est facile, parce qu'on peut développer très vite, mais il faut quand même aller voir des gens et leur poser des questions, c'est quand même assez intéressant. À ce moment-là, on crée du coup aussi la boîte, mais pour de vrai, c'est-à-dire qu'on devient une structure où on peut faire des factures, etc. Ce qui fait qu'on se rend compte que personne ne sait prononcer notre nom. Quand tu vas voir le banquier, en fait, il comprend pas. Couche gamme, ça veut dire quoi? On se rend compte que c'est un des pires noms du monde à ce moment-là. Tout le monde, en fait, hein, tout le monde en France, et même des anglophones, le couch game, c'est pas forcément identifié comme du jeu multi par tout le monde. Mais on obtient notre fameux document CABIS, ce qui fait que maintenant on est une entreprise qui existe pour de vrai. Et on peut commencer à faire des facturations parce que le chômage commence à diminuer de plus en plus et du coup il faut qu'on récupère de la thune derrière. Donc on commence à faire des prestats. On commence à faire de la prestation pour des petits studios du coup qu'on a rencontrés à la Pleine Image qui ont besoin d'aide sur des trucs. On bosse aussi pour un studio qui fait des musiques qui fait des reprises, un orchestre qui fait des reprises de musique de jeux vidéo à Strasbourg qui s'appelle No Limit Orchestra. On fait toute une animation pour eux en fond de leur concert en 3D avec un truc interactif. On est le jour même du concert en régie et puis on passe des éléments 3D derrière leur concert. C'est super cool, c'est trop bien. Mais du coup, c'est du temps qu'on donne pas à Toaster Ball à ce moment-là. Et on se rend compte de ce qu'on va devoir faire pendant des années et ce que vous risquez de faire si vous avez un studio indé et que vous n'avez pas juste plein d'argent magiquement qui vient dedans, c'est qu'on doit jongler constamment entre Toaster Ball et nos prestats en fait, et les rentrées d'argent et les missions qu'on doit faire à côté. On essaie de s'éclater dans ces missions, mais à chaque fois qu'on s'éclate dans une mission, c'est du temps qui n'est pas donné au jeu qui est notre truc principal en fait. Et du coup, 2020 arrive, donc là, on continue quand même à bosser, on y arrive encore à ce moment-là à jongler entre Toaster Ball et nos prestats. À chaque fois qu'on en fait une, on essaie de la limiter en termes de temps. Et on arrive en début 2020 à sortir un Early Access. On met Toaster Ball sur Steam dans une version qui est beaucoup plus grande que celle qu'on avait en démo. On avait toujours cet objectif à la fin quand même de faire un jeu commercial derrière. La version web, c'était plus une démo dans notre tête, quoi. Ça se passe bien. On a une version du jeu du coup où on a un menu avec un logo, un vrai truc et tout. Après on a, je sais pas si la vidéo va fonctionner encore, mais après on a du coup des menus dans le jeu où en gros on a les casiers des toasters où on peut parcourir leur casier. On a du gameplay avec des variantes. Je vais avancer, je vais revenir un petit peu en arrière, attendez. Ouais, non, vous n'aurez pas les images de ce truc-là, mais c'est pas grave, en vrai, on les verra plus tard. On a beaucoup plus de variantes. On a le stade en 3D, on le voit un petit peu sur cette slide-là. On a rajouté des variantes comme une balle explosive, on a un truc avec des portails, on a de la glace sur le sol, on a ce genre de choses-là, quoi. Et on fait des vidéos à chaque fois qu'on publie une mise à jour. Don't take a chance with electricity. Professional equipment is for professional athletes. Voilà, donc là c'est la vidéo pour l'update qu'on a fait pour les variantes autour du thème de l'électricité. On a fait plusieurs comme ça et à chaque fois qu'on fait ça, on peut développer notre lore et nous on s'éclate créativement là-dessus. C'est le moment aussi où du coup il y a des gens qui commencent à faire des vidéos autour du jeu. On l'a toujours pensé comme un jeu qui était streamable avec ce côté physique, avec les toasters qui tournent dans tous les sens et tout. Ça crée des situations à l'écran qui sont intéressantes et heureusement ça commence à prendre. On a notamment 2 gros youtubeurs en Pologne qui nous reprennent. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, jusqu'encore maintenant, là sur Steam, 50% de nos ventes, c'est des ventes polonaises. Voilà, c'est aléatoire, mais en fait, vous savez pas forcément quel public va s'accaparer votre jeu. Et on a eu vraiment genre le Squeezie de Pologne, quoi, là-bas, quoi. Et du coup, ils ont pris notre jeu et ils font encore des vidéos jusqu'aujourd'hui parce qu'à chaque fois, ça marche bien chez eux.
Donc là, c'est aussi le moment en 2020 où on change de nom parce qu'en fait, c'est vraiment un nom de merde. Couch Game Crafters, ça marche pas. À chaque fois qu'on va avoir des prestats, surtout en France, finalement, les gens nous appellent les crafters. On finit par signer nos mails les crafters. On essaie quand même de garder ce côté artisanal qui nous tient à cœur avec l'imagerie de l'enclume, etc. Mais on enlève le couch game, surtout que ça nous a bloqué dans un truc qui est le couch game. Et on se rend compte petit à petit, en parlant avec des experts, que le couch game, c'est pas le marché qui fonctionne le mieux dans le monde, surtout sur PC. Parce que les gens qui ont 4 manettes, un hub USB, un port avec leur HDMI qui branche sur leur télé et qui invitent leurs potes pour jouer à des jeux PC, il n'y a pas tant que ça. C'est beaucoup plus des gens qui jouent en ligne sur PC. Et tant qu'on n'est pas sorti sur une console comme la Switch, ça va être compliqué pour nous. Donc on veut surtout pas se bloquer dans cette idée du couch game aussi, donc c'est pour ça aussi qu'on change de nom. À ce moment-là, du coup, il y a Théo qui nous rejoint. Il avait fait un petit stage chez nous. Et il nous rejoint, et Joris aussi nous rejoint à 100% parce qu'il n'était pas à 100% dans notre studio depuis le début, parce qu'il devait simplement rembourser son prêt étudiant en fait. Il n'avait pas encore fini, du coup il avait continué son alternance qui était devenue du coup un CDI à Paris, et il a continué un peu. Donc pendant assez longtemps comme ça, on était surtout Simon et moi à 100% sur la prod, et Joris qui était un peu de côté. Et là maintenant, à ce moment-là, la boîte devient un vrai truc en fait, où on a un peu notre forme finale, où on est 4 et on peut avancer sur nos projets en fait. Et c'est le moment du coup où il y a Kian Kojandi et Navo, donc les gens qui ont fait la série Bref et qui ont un podcast qui s'appelle Un bon moment. C'est pas eux qui nous contactent, on les rencontre via plus ou moins une offre en fait sur un chat en ligne où en gros ils cherchaient quelqu'un pour faire les énigmes de leur podcast en fait. Un bon moment, du coup, c'est un podcast où ils invitent des invités et à chaque fois, dans chaque vidéo, il y a une énigme différente qui est dans la vidéo. Et pendant toute une saison, on s'est occupé de faire ces énigmes en fait. Donc ça, c'était encore une presta trop cool pour nous. Pendant plein de temps, pendant toute une saison de leur truc, on crée à chaque fois qu'il y a un épisode, toute une énigme différente, donc tout un jeu différent sur un thème différent. Souvent, il y a un lien dans la vidéo qui mène vers un site derrière sur lequel on peut s'éclater. En fait, on peut mettre des petits objets en 3D qu'on peut faire tourner. On fait du Unity, on fait du vrai game design derrière, mais plutôt de la RG. D'ailleurs, la RG, petit truc, en fait, c'est du anti-game design parce que tu veux absolument pas avoir une courbe de difficulté logique. Tu veux que personne trouve très vite et que les gens trouvent au bout de 3 semaines ton énigme. Et du coup, c'était intéressant quand même d'apprendre tout ça et d'avoir aussi toute une communauté de ces gens-là, du coup, qui sont la communauté du podcast, qu'on devait gérer du coup et qu'on voyait réagir en temps réel à nos jeux. C'était trop cool. Mais du coup, Toaster Ball, il attend. À chaque fois qu'on fait ça, Toaster Ball est de côté. Et là, ça fait quasi 1 an que le jeu est en early access à ce moment-là. Les gens commencent à se demander quoi. Ça fait 6 mois qu'on n'a pas sorti une update parce qu'on est à fond sur ce projet d'un bon moment. Et du coup, on commence à se poser des questions, quoi. Et en 2021, on se demande si on va pas juste cliquer sur le bouton publier en fait sur Steam. Il nous manque plein de trucs dans le jeu et notamment, je vous dis, il nous manque le online à ce moment-là parce qu'on se rend compte en fait que sur PC, les gens ils démarrent le truc. Ils n'ont pas forcément leurs potes à côté d'eux, ils ont acheté le jeu sur Steam en voyant que ça a l'air cool et ils se rendent compte qu'ils peuvent pas jouer en fait parce que il faut 3 potes pour jouer au jeu. Littéralement le menu te bloque si t'as pas des potes pour jouer. On n'a pas de mode solo dedans et on n'a pas de mode online qui permet de rejoindre quelqu'un rapidement en ligne. Et du coup on sait qu'il nous manque ça, c'est vraiment chiant. Et il y a plein d'autres variantes aussi qu'on aurait aimé intégrer dedans, il y a plein de features qu'on aurait aimé intégrer. Et en 2021 il y a un éditeur qui nous contacte et qui nous dit waouh, on a vu ce que vous avez fait et tout, c'est trop cool. On aimerait bien vous aider à porter le jeu un peu plus loin. Et nous on se dit oui, très bien. Oui, qu'est-ce que vous voulez, comment on fait pour faire ça. Au début on n'y croit pas trop. On se dit bon, ils sont juste en train de faire de la veille en fait, et puis ils vont nous lâcher au bout d'un moment quoi. Et en fait non, ils commencent à mettre des gens en interne sur notre projet. On voit qu'il y a de l'investissement de leur côté. Ils mettent des game designers pour faire des échanges avec nous et commencer à travailler un peu sur un dossier de ce que ce serait une version de Toaster Ball si on avait beaucoup de budget. Ils nous demandent combien d'argent on veut, et on fait ça. Et après, ils nous disent non, demandez plus, en fait, vous êtes cons, demandez beaucoup plus parce que vous avez besoin d'argent pour un budget énorme. À la fin, le budget qu'on arrive à avoir avec eux, c'est 500 000 € pour vraiment faire tout le jeu. Ouais, sachant qu'on est 4, donc nous, ça nous permet de vivre quand même assez longtemps. Et ça compte aussi du budget qui n'est pas juste nos salaires derrière, évidemment. Et ça compte une production qui va être assez longue, en fait. Mais du coup, nous, à la base, on était venus avec 80 000 en mode « Ouais, s'il vous plaît, quoi, un chèque resto, si vous avez. » Et ils nous ont dit « Non, demandez un vrai budget, faites-le sérieusement, faites un planning. » Donc, on bosse sur un planning avec eux.
Et on réfléchit à toutes les features qu'on peut, surtout qu'il y a des game designers qui nous aident à ce moment-là, toutes les features qu'on pourrait mettre dedans et tout. Évidemment le online, mais aussi un mode custom. À chaque fois que tu rencontres une variante aléatoirement, des fois il y a des gens qui ont envie d'y rejouer, ils veulent refaire la variante avec la bombe, celle avec les gros toasters. Du coup un mode custom où tu peux régler ça. On pourrait pousser beaucoup plus le mode compétitif parce qu'on avait déjà été repris dans des trucs d'e-sport, mais un peu comme le jeu de la blague, le jeu que tu mets un peu de côté à la fin pour le côté bonus. Et on voulait pousser ça à fond, être le jeu de la blague de l'e-sport. Avoir des personnages en IA aussi contre qui tu peux jouer. Si tu veux pas jouer avec des gens en ligne, tu peux faire ça, ou tu peux compléter une équipe comme ça. Le porter sur console évidemment, faire de la localisation et tout le clean-up que tu peux faire derrière et tout. On se dit ce serait cool d'avoir des maps aussi parce que depuis le début c'est la même image de stade avec le fond violet et tout, et sur Steam en fait quand tu regardes les captures t'as l'impression que le jeu il n'y a qu'un seul écran en fait, ce qui peut être dommage. Et rajouter des maps ça rajouterait cette variation graphique derrière et surtout ça nous permettrait de nous éclater graphiquement. Et des mini-jeux parce qu'on a cette physique de toaster qu'on peut bouger, on peut le décaler sur les côtés et tout, ce serait trop cool d'utiliser ça quoi. On commence même à développer un petit mode online de notre côté pour leur prouver à ces éditeurs qu'on est capable de le faire et tout. Et on négocie avec eux du coup un pourcentage. Ils nous disent non au début, on renégocie avec eux, ils nous disent oui. Donc on est quand même d'accord sur un truc, on a tout ce qu'il faut, on part en vacances avec la boîte. Parce qu'on est quand même, on est amis derrière et tout, donc à chaque fois qu'on fait un truc, à chaque fois qu'on a une grosse étape comme ça, on a envie un peu de la fêter. On raconte à tout le monde que c'est trop cool, on va être bien pendant super longtemps. Et quand on rentre de vacances, on nous dit les gars, est-ce que vous voulez pas qu'on commence on n'a pas encore signé le truc, là, il est légal, il est en train d'être imprimé. Mais est-ce que vous voulez pas qu'on débloque 50 000 € déjà? Puis le lendemain, on nous dit non, en fait, c'est mort. Ça va pas se faire. Et on dit quoi? Ça fait 4 mois qu'on bosse sur ce dossier avec vous et tout. On a dit non à beaucoup de prestats en attendant, parce qu'on se dit, ok, on a une porte de sortie, il y a cette boucle en fait, où on est constamment en train de bosser pour des trucs qui retardent le jeu. On a dit non à beaucoup de gens. Et on a bossé sur un dossier qui a mené à rien en fait. Donc, on n'est pas à la fête. C'est pas ouf. On se dit, bon, on a un dossier, on a un truc, on sait vers où on va aller avec le jeu, on a un planning, on a un budget, et on sait combien est capable de mettre un éditeur là-dedans, en fait. On se dit, si eux étaient capables de mettre 500 000, il y a moyen que quelqu'un d'autre soit OK. D'ailleurs, la raison pour laquelle ils nous ont dit non, apparemment, il y avait un projet en interne qui a foiré chez eux, et ils ont décalé le budget sur ça, et du coup, nous, on a sauté. Et évidemment, on se dit, il faut pas s'emballer tant que rien n'est signé. Ça paraît être une leçon débile. Genre, quand tu vois ce truc-là, tu fais, pourquoi vous êtes autant donné sur un truc qui n'était pas vraiment signé? Tout le monde sait qu'il faut signer le contrat avant. C'est compliqué en fait, parce qu'il y a ce rapport de force entre les éditeurs et nous, et parce que pour nous, on le voit comme une porte de sortie à plein de trucs, et l'engrenage, le truc est très progressif en fait. Tu commences à bosser sur ce dossier, tu t'engages dedans, tu vois qu'en interne, il y a quelque chose qui se fait et tout, et en fait, tu finis par bosser 6 mois pour rien en fait. Donc on fait quand même un petit package qu'on envoie à plein d'éditeurs. On fait l'énorme liste que tout le monde fait quand tu contactes un éditeur. On fait un gros Excel avec tous les éditeurs qui existent. Il y a des listes en ligne que tu peux trouver et tout. On envoie des mails tous les jours à tout le monde avec du coup notre dossier. On envoie des colis à nos préférés du coup avec nos merch qu'on a fait pour montrer un peu qu'on est capable de faire ces idées-là et tout. On fait une fausse page de journal avec la Toaster Ball League recherche un publisher et tout. On a nos photos, on est en mode conférence de presse et tout. On se dit peut-être qu'ils vont adorer ce truc-là et notre humour et tout. C'est quand même une grosse partie de ce qu'est notre studio. Et tout le monde nous dit non. On est dans la même merde que tous les studios indés qui démarrent. Tu te mets face à un mur à ce moment-là en fait. Tant que t'as pas sorti ton premier jeu et que t'as pas vraiment une proposition très intéressante, il y a très peu d'éditeurs qui te font confiance à ce moment-là. Il y a quand même pas mal d'éditeurs qui nous répondent en nous disant on adore votre équipe, on adore le projet et tout, mais il a des problèmes. Il est identifiable comme un couch game et là on commence à comprendre que le marché du couch game sur PC c'est pas ouf. Et en plus il est en early access depuis trop longtemps. Et en fait, nous, on ne peut pas reprendre la com d'un truc qui est déjà entamé depuis trop longtemps comme ça. Donc en rétrospective, le early access, c'est pas ouf non plus. Je vous déconseille de faire un early access si vous n'êtes pas sûr exactement du chemin que vous allez faire à partir de là, en fait. Et du coup, on se retrouve avec pas de thunes, parce que vraiment, du coup, l'argent de la boîte a fait que couler pendant qu'on faisait ça. Hein. En 2022, et on va revoir toutes nos prestats en disant vous savez, on vous a dit non cet été, mais est-ce que vous n'avez pas encore des trucs pour nous? Parce qu'on a besoin d'argent, s'il vous plaît. Et heureusement, il y a Cartier, qui est un bijoutier avec beaucoup d'argent, qui nous avait contactés. Ils avaient vu notre vidéo qu'on a fait pour les énigmes de Kian. En fait, on a fait une vidéo de rétrospective, elle est en ligne si vous voulez voir notre travail dessus et tout. Et ils ont trouvé notre travail intéressant et ils avaient un projet en interne. Il y a un NDA dessus, je ne peux pas en parler. De toute façon, il n'est jamais sorti.
sur lequel ils voulaient faire de la recherche avec des game designers et tout. Et donc on fait ça, ça dure quelques mois, mais ça sauve la boîte, littéralement. C'est une presta où c'est nul, en fait, parce que c'est le luxe. On arrive, bonjour, on fait des jeux vidéo, et il y a des gens qui disent, oui, nous on vient de New York, on est une boîte de communication et tout. Et on se rend compte qu'on n'a rien à faire dans ce milieu-là. Mais ça va, les gens avec qui on discute sont quand même super cool avec nous, et au final, ça sauve la boîte financièrement, donc c'est cool. On bosse pour Mathieu Chédid, du coup, qui aime le chanteur, qui a sorti un album à ce moment-là qui s'appelle Rivalité. Et en gros, on fait tout un ARG autour de c'est cool, ça fait des petits gifs, les vidéos qui bug, c'est marrant. On fait tout un ARG autour de cet album-là et de l'identité de Mathieu Chédid, du coup. C'est pareil, c'est une prestation super cool. C'est un ARG, donc il faut gérer la communauté, il faut lancer les indices petit à petit, il faut rajouter des indices dans la scène. Donc ça, c'est un site en gros. Tout ça, c'est du Babylon.js. Du coup, c'est une techno qui permet de faire de la 3D, mais directement dans un navigateur. Tu peux le faire avec Unity, mais t'as pas les mêmes performances derrière. Et c'est le living. En gros, il y a une chanson qui s'appelle Dans le living, dans laquelle on peut se balader, et il y a des indices et les gens peuvent les résoudre, etc. C'est créativement, on se donne à fond. Genre, c'est trop bien comme truc, et ça nous change un peu l'esprit du gros échec qu'on vient d'avoir avec Toaster Ball, du coup. Et du coup, on s'éclate plus là-dedans que dans notre jeu. Du coup, on est invité en backstage avec M et tout, c'est trop cool. Mais en même temps, Toaster Ball, il est de côté, il commence à mourir. Et on a de plus en plus d'empathie pour tous ces jeux, enfin tous ces studios qui sortent des jeux en early access et qui les abandonnent. Et il y a un truc un peu très négatif du point de vue des joueurs. Souvent, ils veulent leurs produits, ils le veulent maintenant. Et nous, on comprend du coup les développeurs qui peuvent pas sortir parce qu'ils sont piégés dans une boucle de quelque chose, en fait. Nous, on est piégés dans une boucle à ce moment-là le jeu ne se suffit pas à lui-même pour financer le studio, et du coup, il faut qu'on fasse des trucs à côté. Et à chaque fois, nous, on est créatifs, on a envie de bosser dans un truc créatif, on se donne à fond là-dedans. Et ça fait que notre studio est en pause, quoi. Mais du coup, on se dit, bon, on a ce dossier, on a une vision de tout ce qu'on aimerait pour le jeu, on a regagné un petit peu d'argent, on a de quoi se donner quelques mois de développement à ce moment-là. On va se sacrifier, c'est-à-dire qu'on va accepter que il n'y a pas d'éditeur. Voilà, à ce moment-là, on se dit, c'est pas grave, on le fait nous-mêmes. Et il y a un truc super libérateur derrière ça, de dire, on n'est pas constamment dans l'hésitation de ouais, mais est-ce qu'on continue à envoyer des mails et tout. Non, c'est pas grave. Personne n'en veut. On le fait nous-mêmes, on le fait sur notre temps, on se sacrifie en termes de temps et du coup d'argent, parce que l'argent là-bas doit faire que couler, comme je disais. Et on réfléchit à ce qu'on peut faire autour de ça. On ne pourra pas faire le mode online, du coup, parce que vous venez voir la presse avant, c'est compliqué, le mode online. Du coup, ça demande de refaire le jeu de zéro, en fait, ce qu'on n'a pas le temps de faire. Par contre, on va peut-être pouvoir prendre tout ce qu'il y a autour pour corriger ça. Les gens vont pas pouvoir jouer tout seuls contre des gens en ligne au hasard. C'est pas grave, ils vont pouvoir jouer contre une IA, peut-être. On peut faire une IA. Ça, c'est un peu plus accessible déjà. Les maps, peut-être que ça peut être quand même intéressant pour avoir de la variété sur Steam. Et puis, c'est pas grave, on n'aura pas d'autres trucs comme les mini-jeux. Peut-être les mini-jeux, c'est peut-être trop. Et du coup, on y va. On attaque, on se met à bûcher comme des fous sur le jeu, quoi. On se lance et c'est trop bien comme truc à ce moment-là parce qu'on n'est plus dans l'hésitation et on s'est donné ce temps pour ça. Du coup, on intègre pas mal de variantes dans le jeu. On en rajoute pas mal, on arrive à 24. On voulait qu'il y ait cette impression qu'il y ait des variantes à l'infini, avec des variantes qui sont beaucoup plus rares des fois, et du coup tu tombes dessus qu'au bout de 3 heures de jeu. On crée ce mode custom, du coup, où on peut personnaliser notre partie et puis assembler des variantes. On crée un endroit pour mettre juste un menu des athlètes dans lequel on peut mettre le background des toasters, en fait, et expliquer leur histoire, parce que pour l'instant l'histoire, en fait, elle était que en ligne, elle était que sur des sites et tout, elle était jamais vraiment dans le jeu, en fait. Et du coup on crée ces backgrounds animés qu'on met aussi dans l'écran de Versus au début du jeu, où t'as les toasters qui vont se fighter, histoire que les gens comprennent un petit peu tout l'idée qu'on a mis derrière, en fait. D'ailleurs, petit coucou du coup à Margot qui était en stage chez nous, qui a bossé sur ces fonds-là, et à Florian qui a fait du game design du coup de la programmation aussi sur les variantes que j'ai montrées juste avant. Et en 2023, du coup, on arrive à une version du jeu qui est plus ou moins finale. On a intégré du coup dedans des maps. On a réussi à faire ce truc-là du coup. En rétrospective, je ne sais pas si ça valait le coup parce que ça aide pas forcément, ça change rien au gameplay en fait. Par contre, ça rajoute énormément de travail pour créer toutes des variations de couleurs pour chacune des variantes que tu crées. Il faut créer les animations d'intro, etc. Mais bon, ça fait qu'on peut s'éclater en termes artistiques.
Du coup, on s'amuse à faire à nouveau des shaders. On partage pas de tuto cette fois-ci parce qu'on s'est rendu compte que bon, on a assez de game dev sur notre Twitter. Mais du coup, voilà, ça nous permet de nous éclater à nouveau à faire du jeu vidéo en fait, et pas que de la presta derrière. On garde ce côté flat avec vraiment un truc très low poly, les aplats de couleurs, etc. Mais on se permet d'aller un peu plus dans un côté un peu shiny avec ces lumières volumétriques là qu'on met un peu partout, qui sont en gros juste des cylindres. Petite technique si vous voulez faire des volumétriques pas chers, c'est comme ça qu'on faisait sur PS2 et tout, c'est juste des cylindres où tu mets un noise dessus en fait qui vient s'animer, et après tu utilises le même calcul que pour le Fresnel, c'est-à-dire un truc qui atténue les bords du coup, et si tu combines les deux, tu as cet effet là, et après tu mets de la couleur et tu as vite des volumétriques que tu peux mettre partout, et ça contribue à l'ambiance du coup du jeu qu'on crée à ce moment-là. Ça c'est notre map qui est en mode New York un peu, le fait d'ajouter ces volumétriques là partout, c'est hyper utile pour nous. On utilise aussi pas mal un système qu'on appelle les fog, les layers de fog. En fait, tu peux le calcul que tu utilises pour le fog quand tu fais du coup du brouillard sur Unity, tu peux le faire localement. Tu peux le faire juste sur un rectangle que tu places quelque part et tout. Tu récupères ce qu'on appelle le depth buffer de la caméra, du coup une texture dans laquelle tu as la profondeur des éléments par rapport à la caméra. Et tu peux utiliser ça pour faire pas mal d'effets. C'est comme ça qu'on a fait le pont, nous notamment. Voilà, ça c'est l'effet du pont qui utilise cet effet-là du coup de façon localisée. C'est un rectangle, ce qui fait qu'on peut le passer sur la scène pour faire un effet de filtre et tout, c'est hyper intéressant. Et après, en fait, tu peux l'utiliser pour faire des étapes de fog en fait. Là, typiquement le château. Voilà, en fait, tu peux avoir un truc qui est localisé. Alors c'est dommage parce que la vidéo le montre mieux, mais tu peux faire un truc qui est localisé et du coup venir séparer des zones de ton gameplay en fait. Là, on le voit, les arbres qui sont devant. D'un coup, il y a du fog par rapport aux arbres qui sont derrière. C'est parce qu'on a un carré avec du brouillard qui me permet de décaler un petit peu la scène comme ça en fait. Et ça fait que tu passes d'un truc qui est d'un modèle qui serait comme ça s'il n'y avait pas ces effets-là à des layers que tu peux rajouter progressivement pour faire ce faux brouillard atmosphérique en fait. C'est la même technique que le château de Disney en fait, qui est beaucoup plus petit qu'on le pense, juste qu'ils ont peint les trucs de plus en plus bleus pour qu'on ait l'impression que c'est loin. Et du coup ça donne cette impression de lumière en fait derrière. On ajoute aussi des nouvelles portes au jeu. Depuis le début, on avait ces portes là dans le gameplay. Donc en fait, devant le but, il y avait une porte qui était semi-ouverte à chaque fois. Et en fait, le truc, c'est que ça créait du gameplay qui était nul dans le sens où des fois la porte était fermée et ça durait beaucoup trop longtemps. Et la porte des fois était remontée, mais tu lançais la balle, elle partait directement dedans en fait. Et là, on intègre du coup ces portes en 3 parties qui se cassent, qui était une variante avant. Et qui du coup, d'un point de vue gameplay, répare beaucoup de choses en fait derrière. Ça fait que pour mettre un but, il faut au moins toucher 3 fois le but de l'adversaire. Ça fait que c'est un peu plus stratégique parce que tu peux ouvrir la porte du haut et puis essayer de viser ce truc-là à fond. Tu peux viser la porte du bas. Ça change pas mal le gameplay pour nous. On développe une IA du coup pour le jeu avec du coup tout un système d'action avec des priorités qui s'exécutent pour l'IA. Il faut calculer aussi il faut faire une prédiction de la balle constamment pour que l'IA puisse savoir où aller. Il faut analyser le terrain et mettre des chiffres sur ce qu'est le terrain. Par exemple, on avait la variante de lave là tout à l'heure. Il faut savoir sur quelle plateforme aller sauter. Et on a tous ces petits outils-là, du coup, avec là, toutes les actions que sont capables de faire les IA, du coup, qu'on peut voir ici, qui sont priorisées avec un chiffre qui permet de savoir, de dire à l'IA quoi faire, quoi. Il faut coder un pathfinding pour toaster, c'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse se déplacer avec les contrôles du jeu, en fait. Donc, il faut coder tout un truc où tu simplifies ça en code pour qu'ils savent se relever, tout simplement. Tous des boucles comme ça qui permettent au toaster de faire les déplacements de base, en fait, se déplacer. Et ça permet d'avoir une IA. On fait des devlogs aussi pendant ce temps-là pour expliquer ce qu'est le jeu en fait. On a cette fausse chaîne qui s'appelle Weird Sports Channel qu'on invente à ce moment-là, dans lesquels on invente plein. Là, on avait le lancer de saucisses dans du bac à linge par exemple, dans lequel on invente plein de faux sports et on met en scène nos maps. On fait comme si c'était des news en fait sur ce truc-là, quoi. Là, on a la course de parpaing par exemple. On fait des pubs aussi. Et comme c'est une chaîne, on peut faire ça en fait. On peut faire des news genre telle map est en préparation. On peut mettre des petites pubs pour nos merch. On peut faire des conférences de presse avec les toasters qui montrent des trucs et tout. Et ça nous permet de communiquer autour du jeu. Voilà, c'est le curling de poisson par exemple. Et ça nous permet de communiquer sur le jeu toujours avec ce ton rigolo qu'on a pour le jeu. Voilà. Et on finit par sortir Toaster Ball du coup en 2023. Sur Steam et ensuite sur Nintendo Switch. On a tout un moment de développement sur Switch où je ne pourrais pas revenir ici parce que c'est assez long d'en parler, mais en gros, tu te permets de faire pas mal de choses quand tu bosses sur PC. Et au moment d'exporter sur la Switch, tu te rends compte qu'en fait, c'est un PowerPoint, ton jeu, il tourne en 1 frame par seconde, un peu comme mes vidéos là en fait.
Et du coup, ouais, il y a beaucoup de temps d'optimisation pour la Switch. Mais enfin, on peut avoir quand même ce truc-là. On arrive à trouver un deal avec quelqu'un dans le Nord qui sont des pros, en gros. Donc, coucou à Steven Studio, du coup, qui nous aide à faire ça. Où en gros, ce qu'ils font, on vient les voir. En fait, moi, je viens les voir en disant, je sais pas vraiment faire. On a un dev kit Switch, on l'a acheté. Ça coûte à peu près 400 balles pour la première version. Et par contre, je sais pas, j'ai jamais fait en fait. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer et tout? Est-ce que tu pourrais le faire pour nous? Et il a été sympa avec nous. Il nous a dit non, en fait, vous savez le faire. Je vois en voyant votre truc que vous allez faire. C'est Unity, donc c'est pas non plus si compliqué. Il y a un plugin à importer. Tu fais un export. Je vais être là en accompagnement pour vous. Je vais vous donner du budget pour le faire. Il nous a donné un budget de près de 10 000 € pour le faire. Je vais me recouper dessus sur la Switch. C'est pas juste gratos. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait des ventes, on lui reverse un pourcentage jusqu'à ce qu'il revienne à sa recoupe. Et ensuite, il gagne un beaucoup plus petit pourcentage dessus. Comme un contrat d'édition, en fait, finalement, mais beaucoup plus petit budget avec des pourcentages beaucoup plus petits et un accompagnement personnalisé. Donc on a réussi à trouver ça avec des pros et comme quoi parler aux gens qui sont autour de vous, c'est super cool. Et ça nous a aidé pas mal à sortir sur la Switch. Voilà, donc tout le développement là-dessus, donc je vais pas forcément en parler. Et on sort sur Switch. Bon bah le trailer va pas marcher, mais voilà, vous avez l'idée du jeu. Peut-être que je peux le mettre en vidéo à la limite. J'ai une vidéo aussi du trailer, comme ça on pourra le voir. Et après ce sera la conclusion. Du coup, si tu vas non, tu peux revenir. Et dedans. Okay, ouais. Du coup, tu peux aller à la racine de la clé USB. Yes. Et tu vas dans. Et tu descends un peu Museum Trailer. I remember the first time I saw them. I was barely old enough to get in the stadium. And yet here I was, witnessing these miracles on the field. They were incredible. After all these years, I still think of them as heroes. The ones who overcame the odds. The ones who got back up after every fall. The athletes. Voilà. Si tu peux revenir à la presse. Yes, merci. Et donc voilà, on arrive à sortir enfin sur ce qu'on voulait, le PC et la Switch. Et du coup, on se retrouve en 2023 avec un jeu on pensait qu'il allait prendre 2 mois à faire. En fait, on pensait que c'était un mini-jeu qu'on allait mettre sur itch.io et passer à autre chose. Et au final, ça a été une expérience qui nous a appris à devenir un studio. On s'est professionnalisé autour de ce truc-là. On a appris les problématiques qu'on a quand on est un studio. Du coup, surtout d'argent, en fait. C'est vraiment ça. C'est trouver du budget pour financer notre passion derrière. Et ça nous a permis de faire plein de rencontres. Et surtout, maintenant, le jeu existe comme un truc à part, quoi. On a des gens qui nous disent qu'ils y jouent avec leurs petits frères et qu'ils ont fait des souvenirs dessus. On a fait plein de salons autour. Et c'est un jeu qui fonctionne bien en salon. Si vous faites du jeu qui est très gameplay, c'est beaucoup plus pratique en salon parce que ça marche très bien avec les gens. Il y a ce côté chaleureux et tout. On a eu la chance de passer en finale d'une compétition d'e-sport à la PAX. Donc, on a réussi ce truc un peu d'être une blague pour les gens. C'était fou, une blague, du coup. Et le jeu vit de lui-même. On est passé à la télé à Taïwan aussi. Et le jeu est un objet qui vit à part de nous maintenant, et c'est assez ouf. On peut passer à nos projets d'après. Du coup, on va essayer de mettre du online directement dans nos prochains jeux cette fois-ci. On va essayer d'aller voir des gens pour nous aider dès le début d'un projet. On va essayer de demander des aides pour financer notre jeu dès le début, d'aller voir les éditeurs beaucoup plus tôt, et tous ces trucs-là. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour ta présentation. Alors je sais que ça va être quasiment l'heure de manger, mais on peut peut-être se permettre une question avant. Est-ce que c'est OK côté régie? 1 ou 2 questions? 2? Oui, une? OK, une. OK, parce que sinon ça va être trop tard.
Alors, est-ce qu'il y a une question à poser à Alexandre? Je vois qu'il y a une main levée ici. Faites un Shifumi. Bravo. Salut, merci. J'avais une question, t'en as pas parlé, mais est-ce que le Covid a impacté pour le développement de la boîte et tout Merci. En fait, on a commencé le studio, on avait vraiment moyen, on bossait de chez nous en fait, et on a gardé ce truc d'être en remote tout le long, parce que c'est des coûts, hein, le local, etc. Il y a déjà des coûts de base dans une boîte qui sont genre le comptable, la banque, etc. Et si on rajoute en plus une location, c'est beaucoup. Donc on a appris juste à bosser à distance, déjà ça c'est le premier truc, et du coup ça n'a pas changé pour nous. Et en termes de prestat, à ce moment-là, on avait déjà nos contrats qui étaient lancés. Et après, dès qu'on n'avait plus de prestat, on bossait sur Toasterball en fait. Donc au final, ça a très peu impacté notre façon de faire et tout. Les prestats qu'on fait, c'est rarement du jeu ou des animations qui se passent avec des gens en vrai, quoi. C'est beaucoup, ça va être du digital, des trucs qui sont déjà en cours chez les boîtes, ce genre de choses-là. Donc au final, non, ça a assez peu impacté notre boîte, heureusement. Et merci beaucoup en tout cas pour le petit post-mortem de Toasterball. Merci beaucoup.